Depuis dimanche soir, on ne parle plus que de ça. Jordan Bardella pourrait devenir le prochain Premier ministre, suite au résultat de ce qu'on a appelé la montée de l'extrême droite. Et si on en profitait pour se poser la question, mais qu'est-ce que c'est que l'extrême droite? Pour en parler aujourd'hui, je suis avec Christelle Lamère-Nyambi. Bonjour Christelle, Bonjour, bonjour, merci de revenir discuter avec nous. avec plaisir. La semaine dernière, nous avions enregistré une super discussion sur un sujet que je n'avais pas forcément envie d'aborder parce que il paraît que c'est un sujet qui intéresse beaucoup les Français, c'est le sujet de l'immigration. Moi, je trouve que c'est un sujet qui pourrait être secondaire. Mais comme les Français semblent intéressés, on l'a enregistré ensemble et ben finalement, j'ai pris plaisir à discuter avec toi de ce sujet qui pourtant est pas simple. Hmm. Oui, oui, oui. Et, et donc, pour ceux qui voudraient le voir après cette vidéo, je mettrai en description de cette vidéo cette discussion qui était dans le cadre des élections européennes, mais qui sera toujours valable parce qu'on y aborde des sujets de fond. Je t'ai réinvité aujourd'hui pour en parler parce que toi, tu as travaillé sur le nationalisme, tu as travaillé sur ces sujets-là, tu as même écrit un long article. Et dans tes études, d'ailleurs, l'article sera aussi en description de la vidéo pour ceux qui voudraient le lire en anglais ou avec un traducteur automatique, c'est de plus en plus courant aujourd'hui. Et dans tes recherches, tu as trouvé à peu près, enfin tu as trouvé, pas à peu près, tu as trouvé trois visages différents de ce nationalisme au cours des siècles, presque un par siècle. Hmm. Euh, Est-ce que tu pourrais nous les présenter rapidement? Oui, merci. Ben, on peut essayer d'être rapide. Donc, mon article traite du nationalisme et il a été commandé par une revue qui se spécialise sur les questions de mission chrétienne, euh, en Europe. Et ils m'ont commandé il y a 2 mois. Et en fait, il a été publié je pense 2 semaines avant les élections européennes, donc c'est assez intéressant. Alors, dans cet article, je parle du fait que quand on parle de nationalisme, c'est un terme qui a plusieurs sens et qui est aussi, il faut le reconnaître, souvent utilisé comme une étiquette sale, hein, que les gens n'aiment pas s'approprier. Même en France, le seul parti, c'est pas le seul parti, mais disons le parti le plus important, le Rassemblement national, qui a le mot national dans son nom, ne se désigne pas lui-même comme parti nationaliste, alors qu'il l'est, on peut vraiment argumenter qu'il l'est, mais se dit plus être un parti patriote. Oui, donc c'est vraiment un indice du fait que c'est pas forcément un terme qui est bien vu. Cela dit, le nationalisme, alors à la base, le terme nationaliste, il a été utilisé en anglais au début du XVIIIe siècle, et c'est à la fin du XVIIIe siècle qu'il fait son apparition en langue française. Et à l'époque, c'était pour dénoncer l'excès du mouvement jacobin à la Révolution française. Et puis, au cours du 19e siècle, il a fait son bonhomme de chemin en Europe. Donc, d'autres langues, via le français, l'ont adopté, en allemand, en italien, et dans d'autres langues. Et à partir de ce moment-là, il a commencé à prendre plusieurs sens, parce que ce terme a, en fait, assez rapidement été euh, jugé de façon morale. Et puis, il a été débattu euh, très fort. Et puis, au XXe siècle, tout le monde a connu les malheurs du XXe siècle. Le mot nationalisme a d'abord désigné un type de politique et puis ensuite le résultat de ce type de politique. Et on se retrouve au XXIe siècle où le mot nationalisme ou le nationalisme en tant que phénomène est en train de prendre une nouvelle forme ou un nouveau visage. Donc le premier visage, c'est le nationalisme culturel, on dirait, hein. C'est le versant politique du patriotisme, en fait, voire de ce que certains appellent le chauvinisme, hein. C'est quand on est tellement fier, vous savez, vous êtes tellement fier de votre patrie, de votre localité, que vous en parlez tellement que vous avez tendance à fatiguer vos amis avec ça, ou votre famille au repas de famille. J'avais entendu un historien, est-ce que tu confirmerais ça? Un historien toulousain d'ailleurs, euh, très classé très à gauche lui-même, comme la faculté de là où il travaille, qui disait que justement le mot nationalisme, à la base, le mot nation, c'était défendu par la gauche, ça a été récupéré plus tard par la droite. Est-ce que tu confirmes ça ou tu as une autre approche?
Alors, c'est difficile de classer gauche et droite parce qu'à la Révolution française, c'était pas les mêmes idéaux politiques, mais c'est sûr que le mot nation, c'est un mot qui était célébré par les révolutionnaires, Hmm, avec l'idée que c'est la nation qui a la souveraineté et non pas les têtes couronnées. Donc, on a quitté une époque où c'était les têtes couronnées qui incarnaient les gloires de la nation, la souveraineté, pour dire que non, c'est le peuple. Et le peuple est appelé la nation. La nation, c'est-à-dire les gens qui sont nés, hein. C'est hmm, la même racine. Le verbe naître et le verbe nation a la même racine latine. Donc ça, c'était la première phase, en fait, de dire il faut juste être heureux, fier, reconnaître la beauté, la gloire de notre culture, de notre pays, etc. Et c'était ça le nationalisme culturel, ce premier visage. Le deuxième visage, c'est au 19e siècle. Le 19e siècle, en fait, c'est le siècle des États-nations, des révolutions nationales. On a utilisé aussi un terme qui est aussi un terme religieux, le siècle des réveils nationaux. Et là, le nationalisme, c'était revendiquer l'importance, la dignité de son peuple, de pouvoir décider de sa propre destinée. Et donc de se détacher de la pression d'un empire ou d'un État voisin qui nous menaçait, ou le fait que notre groupe, un groupe défini, était incompatible avec un autre pour former un État. On pouvait être amis, mais pas dans le même État. Et donc le nationalisme, c'était ça. Euh, mais au XXe siècle, le nationalisme a été utilisé, et ça c'est le deuxième visage vraiment que tout le monde retient. C'est pour ça que ça a une connotation si négative. Il est associé au nazisme, hein. Il faut se rappeler que le mot nazi, c'est socialisme national. Donc, euh, euh, un, un mot allemand, en fait, qui est le socialisme national, national-socialisme, qui a utilisé le nationalisme pour justifier la destruction de l'autre, l'eugénisme, la détestation de certains groupes dans la société qui étaient considérés comme incompatibles avec l'ensemble national, et puis des guerres. Donc, il faut savoir que dans le nationalisme, lors qu'il est poussé un peu loin, vers une sorte d'idolâtrie ou d'adoration pour la nation, ben, les conséquences, c'est de la polarisation, de la potentielle détestation de l'autre et de la destruction. Et une chose importante que je voudrais dire, c'est que je pense que beaucoup des gens qui nous écoutent diraient, enfin, moi, je ne pourrais jamais tomber dans cet excès-là. Je dirais deux choses. Première chose, il faut faire attention, ne jamais dire jamais, parce qu'on peut très bien soi-même tomber dans le panneau sans le savoir. Et deuxième chose, on parle de population large, et dès lors qu'il est question de centaines de milliers, voire de millions de personnes, il y aura toujours des représentants de toute opinion. C'est-à-dire des gens qui, en entendant, je ne sais pas, la France est un grand pays, vont interpréter tous ceux que je ne considère pas comme français, il faut les jeter dehors ou les exterminer. Il y aura des personnes pour penser ça. Et donc hmm. la question, c'est, est-ce que ces personnes qui pensent ça peuvent répandre, contaminer quelque part l'ensemble ou une part suffisante de la population avec leurs idéaux? Donc deuxième visage. Le premier visage était nationalisme culturel, deuxième visage, nationalisme destructeur. Mais aujourd'hui, on a le retour du nationalisme sous un nouveau visage, c'est celui d'une sorte de révolte, de défiance et de rejet de ce que certains vont appeler le mondialisme, l'ultralibéralisme, le néolibéralisme, la mondialisation, ou certaines tendances culturelles euh, qu'on n'apprécie pas et qui ont pour effet d'avoir d'enclencher des changements dans notre société. Et, euh, et ça, en France, d'ailleurs, c'est le Rassemblement national, c'est pas le seul parti, encore une fois, hein, mais le Rassemblement national se fait porteur de cette voix et qu'en fait, on entend dans beaucoup de pays en Europe. Hmm. Donc voilà, c'est un court, long exposé. Ah, super. Et j'invite vraiment ceux qui ont envie d'en savoir plus à aller dans la description pour pouvoir lire vraiment l'article fouillé que tu as pu écrire et qui, semble-t-il, est d'actualité. Alors, Merci. j'imagine que
dimanche soir, tu as pu observer les résultats, d'abord dans ta Belgique natale, puis Mhm. dans ton Allemagne où tu habites aujourd'hui. Et puis, Oui. j'imagine que tu as quand même jeté un petit coup d'œil du côté des Français, ça a dû arriver. Ah oui, certainement. Ouais, ouais, ouais. Comment tu as analysé, comment tu as pris ce résultat du Front National, enfin, excusez-moi, du Rassemblement National à ces élections? Comment tu l'interprètes? Il dit quoi Alors, il dit quoi? On peut jamais savoir puisqu'il y a autant d'électeurs que de raisons de voter, mais t'as Hmm. tout- comment tu l'analyses, toi? Euh, alors, déjà, David, ne sois pas gêné, tu es loin d'être le seul à faire ce lapsus d'appeler le Rassemblement national encore Front National. Ça n'a pas disparu totalement. Euh, écoute, j'étais très impressionné par ce que j'ai vu. Ça pose énormément de questions par rapport aux résultats en France. Euh, on viendra à l'Europe tout à l'heure, hein, mais il faut savoir que voilà, la France, c'est quand même le seul pays où un parti classé à l'extrême droite et qui devrait, d'après moi, rester comme un parti qualifié d'extrême droite, est sorti premier, en fait, des élections. Et au-delà des impressions du premier soir, c'est toujours utile d'attendre quelques jours déjà pour avoir des chiffres plus affinés, puisque des estimations euh, plus vagues. Et puis, il faut savoir que ce qu'on voit le dimanche soir, c'est des instituts de sondage qui le donnent, hein. C'est pas des résultats officiels, hein. C'est important à redire quand même. Euh, et puis, voilà, quelques jours plus tard, voir un petit peu comment les sondeurs analysent les gens qui ont voté pour tel ou tel parti. Et dans le score du Rassemblement national, en tout cas, le soutien qu'ils ont reçu, moi, je vois trois choses principalement. D'abord, un vote d'adhésion. Ensuite, un vote d'opposition au gouvernement actuel. Et troisièmement, un vote de défiance. Alors, je peux entrer un petit peu dans les détails. Le vote d'adhésion, on pourra y aller. J'y reviendrai dans un instant, mais c'est vraiment le fait de. En fait, je suis d'accord avec les thèses du Front National euh, ou du Rassemblement National, tu vois, c'est mon tour maintenant. Je suis d'accord avec sa politique. Moi, je soutiens. Limite, je suis militant. Voilà, je vote pour ça. Ça, c'est probablement encore quand même une minorité véritablement en France, de gens qui soutiennent vraiment le Rassemblement national. Deuxièmement, et ça je pense que c'est une grande part de l'électorat, un vote d'opposition au gouvernement, à la politique actuelle. Opposition pour deux raisons. La première, c'est une détestation du président de la République et de son parti, hein, d'Emmanuel Macron et de son parti. Je déteste Macron, je déteste ses politiques, je n'aime pas ce qu'ils font, comment ils le font, s'ils font à la France. Je vais donc voter pour le Rassemblement national. Et la deuxième raison pour laquelle on peut voter par opposition, qui est liée à la première, c'est parce que le Rassemblement national est vu comme le principal challenger, comme le principal parti d'opposition. Et ça, c'est quelque chose qui s'est construit, il faut le dire, au fil des, je dirais, 7-8 dernières années, où grâce à l'affaiblissement des grands partis de gauche, en particulier le Parti socialiste, il a fallu faire émerger un challenger, hein, parce que la nature a horreur du vide, et c'est le Rassemblement national qui est devenu le challenger, pas juste parce que le Rassemblement national l'a voulu. Moi, je crois en la théorie de l'interdépendance, hein. Donc, il n'a pas fait ça tout seul, c'est co-constitué, et les autres partis sur l'échiquier, y compris le parti qui avait le plus de levier sur le pouvoir, et les institutions médiatiques et d'autres, ont installé un petit peu le Rassemblement national comme le principal challenger. Et beaucoup d'électeurs qui ne sont pas des gens qui vont lire des analyses politiques ou les écouter longtemps, ben, ils voient juste le parti d'opposition, comme le Parti communiste l'a pu l'être par le passé, comme le Parti socialiste l'a pu l'être par le passé, ou dans l'autre sens, le RPR face aux socialistes, ben, ils disent, voilà, j'ai voté pour le principal opposant de ceux que j'aime pas, quoi. Donc, Hmm. l'ennemi de mon ennemi est mon ami, grosso modo. Donc, c'est l'opposition le fait de voter pour le Rassemblement national par opposition ou par rejet, c'est complexe et c'est un petit peu une conséquence de choses que le Rassemblement national n'est pas le seul à avoir mis en place. Il faut quand même le réaliser. Donc, adhésion,
opposition, puis enfin, défiance, rejet, désaffection. C'est vraiment toutes les personnes qui disent le système est contre moi, euh, les élites ont partie liée à ce système, euh, on dépend d'un système international qui nous retire notre pouvoir, où je ne suis pas content, généralement parlant, pour plein de raisons économiques, pauvreté, insécurité et d'autres raisons, faible retraite ou solitude, hein. Et donc, je vais voter à cause de ce que mon émotion me dicte euh, pour ce parti qui, quelque part, semble représenter mon attitude et mon humeur. Et Hmm. je ne dis pas ça du tout pour rabaisser les gens qui votent pour ces raisons-là. Je pense que les émotions, ça fait partie de notre nature humaine, que nos émotions guident parfois notre raison et notre comportement. Et donc, c'est tout à fait compréhensible que des gens votent simplement par sentiment de rejet contre le système actuel. Et je ne vais pas opposer la raison et les émotions. Mais ce qui m'inquiète, moi, c'est que ce troisième facteur, c'est-à-dire la défiance, le rejet, la désaffection pour le système actuel, a- on a des indices que cette émotion est en train de se transformer en adhésion aux thèses du Rassemblement national et aux tendances qui composent ce parti politique. Et moi, ça m'inquiète plus parce que quand on gratte un petit peu les personnes ou les idées qui composent ce mouvement, ben, il y a de quoi s'inquiéter. Hmm. Moi, il y a un truc que j'aimerais dire en complément de ce que tu viens de dire et qui va tout à fait dans ce sens. Il y a une certaine hypocrisie qui m'énerve au niveau politique, justement au niveau des élus, sur le Rassemblement national. J'aimerais rappeler à nos auditeurs que en 2002, Marine Le Pen n'avait pas les parrainages. Elle ne pouvait pas se présenter aux élections. Et c'est le président, enfin, oui, c'était l'actuel et futur président de la République qui a fait le choix, par le biais de son ami François Bayrou, de récolter des parrainages pour choisir ses opposants et, entre autres, pour choisir notamment Marine Le Pen. Donc, il y a vraiment une volonté aussi de ces élus de choisir cet opposant pratique. C'est même aller beaucoup plus loin, puisque une fois que les élus du Rassemblement national sont arrivés à l'Assemblée nationale, ils étaient 90. Et ils ont obtenu deux vice-présidences. Pour être élus vice-président, ils ont obtenu 290 voix. Je rappelle, ils sont 90. Alors certains des auditeurs vont se dire, oh ben, ils ont obtenu les, euh, les voix des républicains. Alors, imaginons que tous les républicains aient voté, les républicains étaient 62. Donc ça fait 150. Il manque encore 140 voix. Alors on va rajouter les partis centristes, Horizon, 30, démocrates, 48. On n'est encore que à 218. Il faut donc obligatoirement aller chercher plus à gauche pour obtenir les 72 voix qui manquent. Voilà. On peut voir ça soit comme une volonté de partager les postes en respectant les électeurs qui se sont exprimés, donnant une partie du pouvoir à, à, à ces partis, ou bien tout simplement comme une hypocrisie. Je ne sais pas ce que tu en penses. Hmm. Alors, je pense il y a certainement eu une volonté de reconnaître le fait que, en fait, à l'Assemblée nationale, une des principales voix d'opposition, c'était le Rassemblement national. Parce que euh, beaucoup de partis, en dehors du parti d'Emmanuel Macron, étaient plus ou moins alliés à sa politique. Et donc, quand même, en démocratie, surtout quand on élit des institutions au sein d'une institution, hein, vice-présidence de l'Assemblée nationale, il faut quand même représenter la diversité des opinions politiques telle qu'elle ressort d'un scrutin euh, populaire que sont des élections. Donc, quelque part, il y a une volonté de représentation, mais je ne sais pas si vous connaissez ce phénomène de la prophétie autoréalisatrice. C'est un peu l'idée de on crie au loup, on crie au loup, on crie au loup, et puis à un moment, le loup il vient parce qu'on a crié au loup. Euh, Hmm, et, et donc, euh, en disant et en agissant de sorte que le Rassemblement national
soit identifié comme le challenger principal, l'opposition principale, ben, il l'est devenu quelque part. Hein. Et ça rend très difficile de considérer aujourd'hui, là on enregistre ceci euh, en plein début d'une campagne d'élection express, et on ne sait pas ce qui va en ressortir. Euh, mais on entend encore beaucoup de voix dire que voilà, le Rassemblement national est un parti un peu inacceptable, qui ne devrait pas faire partie de la course d'une manière ou d'une autre. Euh, mais en même temps, ces dernières années, on a agi exactement à l'inverse, c'est-à-dire on l'a considéré comme le parti principal. Donc, quelque part, c'était une prophétie autoréalisatrice. Hein. Donc, euh, alors, hypocrisie, je ne sais pas si j'utiliserai ce terme, mais c'est sûr que, il y a un problème de manque de cohérence entre, d'un côté, dire que le RN est un parti euh, nauséabond, inacceptable, infréquentable, et de l'autre, le traiter comme un parti légitime, certes d'opposition, certes avec lequel on n'est pas d'accord, mais comme un parti légitime. Alors, je ne vais pas dire que c'est soit l'un, soit l'autre, mais il faut quand même, je veux dire, on peut dire qu'on n'est pas d'accord euh, et dire, bah voilà, c'est un parti qu'on considère comme un des partis dans notre République et ne pas faire comme s'ils étaient voilà, complètement infréquentables. Hmm, ça marche. Alors, pour entrer dans les choses un peu concrètes, j'ai préparé une petite liste de propositions ou de lois. Euh, je vais les aborder avec toi. Et si les auditeurs veulent prendre un morceau de papier et un crayon, se noter s'ils trouvent que c'est une proposition ou une loi d'extrême droite ou pas. Et puis à la fin, je vous dévoilerai d'où elles émanent. Alors, la première, euh, durcir les conditions d'accueil des demandeurs d'asile, réduire les délais pour déposer une demande et faciliter les expulsions de personnes déboutées. Alors, je dirais que ce n'est pas nécessairement une position d'extrême droite, c'est une position restrictive, voire punitive en matière de migration et d'asile. Là, c'est une question d'arbitrage. Hein. Est-ce qu'on Mhm, veut faire plus de restrictions et de punitions ou pas? C'est en fonction de nos idéaux humains mhm, et politiques, mais non, c'est pas nécessairement une mesure d'extrême droite. très bien. Une deuxième, permettre des... Ah non. Durcir les conditions d'accueil des demandeurs d'asile, réduire les délais pour déposer une demande et faciliter les expulsions des personnes... Ah non, ça c'est ce que je viens de dire, excusez-moi. Alors, permettre des perquisitions administratives et des assignations à résidence sans demander l'autorisation à un juge. Alors moi, je trouve que le fait de limiter l'autorité d'un pouvoir judiciaire est inquiétant. Je ne dirais pas que c'est complètement une mesure d'extrême droite. Je pourrais voir un parti d'extrême droite proposer ce type de mesure, Mhm, puisqu'on on privilégie le pouvoir exécutif et l'ordre et l'autorité du pouvoir exécutif au pouvoir judiciaire. Ce que je dirais, c'est que c'est un affaiblissement de la séparation et de l'équilibre des pouvoirs. Euh, mhm. ouais. Très bien. C'est pas extrême. Une, ça marche. Une autre, faciliter les procédures d'expulsion des étrangers en situation irrégulière en réduisant les délais de recours et en renforçant les pouvoirs des préfets. Alors ça, certainement pas. C'est pas une proposition d'extrême droite. On pourrait la classifier, comme les précédentes d'ailleurs, comme une proposition de droite dure. Et cela dit, ça pourrait tout à fait figurer dans un programme d'extrême droite. Hmm. Soutenir la création d'une police municipale armée à Paris, donnant ainsi plus de pouvoir aux forces de l'ordre local pour maintenir la sécurité. Oui, alors là, c'est une politique qui est sécuritaire et autoritaire, qui sont deux ingrédients qu'on retrouve dans les politiques d'extrême droite, qui sont pas exclusivement le fait de politiques d'extrême droite, mais qui sont quand même très questionnables si ça ne vient pas de l'extrême droite. Ouais. Hmm. Et une Le fait de dernière. répandre des armes dans la police, je pense,
Alors certainement, la police doit avoir son autorité et doit être respectée. Euh, j'ai pas tendance à penser que ça apaise ou, ou nécessairement soit une bonne solution. Et une dernière, interdire aux parents de pratiquer l'instruction en famille pour raisons personnelles ou philosophiques. Alors, alors je dirais deux choses. Alors, si on analyse de façon sur la base des principes, Euh, parmi toutes les propositions que tu m'as faites, je dirais que c'est quand même l'une des positions qui se rapproche le plus de ce qu'un gouvernement d'extrême droite mettrait en place, dans le sens où typiquement l'extrême droite est qualifiée euh, par le fait qu'elle donne une plus grande importance à ses idéaux politiques et à ses stratégies politiques plutôt que les fondements constitutionnels d'un pays, et en particulier les libertés individuelles. Hmm. Et là, on parle d'une liberté qui est vraiment fondamentale, la liberté d'éduquer ses enfants en fonction de ses convictions, qui est une liberté fondamentale, et que ce n'est pas une liberté que l'État donne, c'est ça une liberté fondamentale, hein. Elle n'a pas besoin que l'État soit là pour qu'on l'ait. Donc moi, je trouve ça très problématique. Et puis, j'ose rappeler euh, alors, je sais que euh, c'est pas super d'invoquer ce personnage, mais Adolf Hitler a mis en place cette politique pendant sa chancellerie jusqu'à ce qu'il soit démis. Euh, et puis cette politique a été renversée. D'ailleurs, aujourd'hui, par réaction, l'éducation, l'instruction en famille en Allemagne, encore aujourd'hui, est un gros problème parce que voilà, et l'Allemagne n'est pas un État, le gouvernement allemand n'est pas un gouvernement d'extrême droite, c'est pour ça que je ne vais pas typifier ça comme une mesure d'extrême droite, mais pour moi c'est très problématique parce que ça entre euh, en clash en fait avec des libertés fondamentales. Hmm. Alors, eh bien, chacune de ces propositions ou lois a été soit mise en place par le gouvernement actuel, soit proposée par un membre du gouvernement actuel. Ah. Euh, voilà. Excusez-moi pour ceux qui auront été choqués au travers de cet exercice, mais j'avais envie de mettre là un petit peu en exergue le fait que souvent, on classe d'extrême droite, ça dépend qui c'est qui le fait, quoi. Hmm. C'est-à-dire que si je vous avais dit tout ça, c'est dans le programme du Front National, peut-être que tout le monde aurait classé ça d'extrême droite. Et si je vous dis que c'est dans le programme du gouvernement actuel, eh bien peut-être que vous encore, vous classez tout ça d'extrême droite. Et Christelle, tu as eu un avis plus modéré sur ces propositions. Bon, ouf, je sais pas. Bon, j'ai un autre jeu, mais là, cette fois-ci, je vais le faire pour les auditeurs. Donc, Christelle, bah, tu peux le faire aussi dans ta tête Ok. ou tu pourras le faire. Je vais vous faire deviner un chef d'État. Un chef d'État qui a existé. Euh, et je voudrais vous proposer le jeu suivant. Quand vous entendez au fur et à mesure, si vous devinez de quel chef d'État je parle, vous pouvez le noter dans les commentaires de la vidéo. Et puis, si vous changez d'avis, c'est pas un problème. Vous mettez le nouveau nom que vous avez trouvé. Puis, si vous changez, vous pouvez changer 10 fois d'avis, essayer de deviner lequel est le bon. Et puis, seulement à la fin, je vous dirai qui était ce chef d'État. Alors, sous le mandat de ce président, plus de 3 millions d'immigrants illégaux ont été expulsés, ce qui lui a valu le surnom de chef des expulsions dans son pays. Donc, bien sûr, ce n'était pas un chef des expulsions en français, mais c'était dans la langue de ce pays. Vous avez une idée? Notez-la. Ensuite, ce président a signé la prolongation de certaines dispositions controversées renforçant les pouvoirs de surveillance du gouvernement sur les citoyens de son pays, ainsi que sur les citoyens du reste du monde. Ce président a fait passer des dispositions permettant la détention sans fin indéfinie de citoyens de son pays soupçonnés de terrorisme sans avoir besoin de procès. Ce président a utilisé des drones pour des frappes ciblées contre des terroristes, y compris des citoyens de son pays à l'étranger, et ce, sans procès. Alors, vous avez entendu drone, donc vous êtes revenu dans les années récentes. Et enfin, et là, je pense que vous allez deviner,
La dernière année du mandat de ce président, son pays a largué un total de 26 000 bombes sur 7 pays différents, soit 7 fois plus de bombes que ce qu'a reçu l'Ukraine sur son sol l'année dernière. Ce président est... Ce président, c'est Barack Obama, prix Nobel de la paix. Voilà, je vous remercie d'avoir joué. David, tu es en train de brouiller les cartes là. Oui, on pourrait dire que je brouille les cartes. C'est juste que si j'avais demandé avant d'avoir fait ça à tous nos auditeurs, combien auraient pu imaginer que celui qui est présenté comme étant le prix Nobel international de la paix était capable en même temps de faire tout ça. Ouais. Et jamais on vous a présenté ce président comme étant un président extrémiste, jamais on vous a présenté ce président comme étant un président d'extrême droite. Et pourtant, si je regarde ces faits-là, il y en a d'autres, hein, il y a toujours plusieurs faces euh, dans la pièce d'un gouvernant, d'un chef d'État. Moi, je sais pas, mais je pourrais pas voter pour quelqu'un qui fait tout ça. Hmm. Bon, on reprend notre discussion. Alors, si on revient au niveau européen, on a entendu parler de cette montée de l'extrême droite partout. Ça, c'est dans les journaux. Hmm. Et si je regarde au niveau du nombre d'élus, en fait, excepté en France, si on met les deux groupes, le CRE et l'ID, ben, ces deux groupes qui sont classés plutôt à l'extrême droite, ben, ils ont gagné 16 sièges, ce qui fait en tout, en fait, ils ont 134 élus sur 720. C'est-à-dire qu'ils sont passés de 16% des élus à 18% des élus. Est-ce que c'est vraiment cette montée de l'extrême droite dont on nous parle dans les journaux? Hein. Ou est-ce que je regarde Ouais. juste un critère qui n'est pas pertinent? Si, c'est pertinent de compter les sièges de ces partis-là, euh, dans le sens où, pour des raisons qui sont en partie valables, ben, les idées de ces groupes politiques, donc certainement identité et démocratie, et en partie CRE, donc conservateurs et réformistes européens, ont des idées qui sont parfois qualifiées comme étant à l'extrême droite, mais je pense qu'il faut qualifier quand même ça très largement. Alors, tu as bien fait de dire que c'est ce que les journaux ou les journalistes vont avoir tendance à dire, ou plutôt les personnes qui font les titres de journaux, hein, c'est pour être encore plus précis, hein, c'est-à-dire les chefs de médias, plus que des journalistes. Euh, euh, mais bon, moi, j'ai lu en fait des analyses qui dataient depuis le début de l'année 2024 par rapport aux tendances de fond pour les élections européennes, et il n'était pas question, et c'était des prédictions à ce moment-là, hein, il n'était pas question d'une montée de l'extrême droite, mais d'un virage à droite assez affirmé à l'issue des élections européennes, et c'est exactement ce qui s'est passé. Un virage à droite plus accentué dans le sens où les forces de droite, toutes droites confondues, sont plus représentées au Parlement européen. Et dans ces forces de droite, il faut inclure le Parti populaire européen, qui est le groupe politique où siègent les Républicains en France, mais aussi la CDU-CSU en Allemagne, qui est le parti d'Angela Merkel, donc plutôt conservateur ou chrétien-démocrate. Il a aussi gagné des sièges. Il a gagné 14 sièges, donc ça fait 30 sièges si on rassemble les groupes CRE, ID et PPE, ce qui a quand même une croissance. Mais ça, c'est le quantitatif, c'est-à-dire les chiffres. Il faut ajouter à ça une appréciation qui est qualitative, c'est-à-dire que au sein du PPE, le Parti populaire européen, euh, les analyses que j'ai lues euh, affirmaient, et c'est quelque chose que je vois, hein, qu'il y a au niveau national, en fait, des gens de partis de droite classique, on dirait Angela Merkel, ont des propositions politiques qui sont de plus en plus comme euh, euh, proches de marqueurs de droite, donc qui accentuent l'autorité, qui accentuent l'ordre,
qui accentue les traditions, et qui accentue le conservatisme sur plusieurs tableaux, hein, pas que culturel, ça peut être l'économie aussi. Euh, donc, oui, il y a une présence d'un vent de droite plus affirmé dans la législature actuelle qui est en train de commencer du Parlement européen. Il y a une montée de l'extrême droite, c'est sûr, mais elle est vraiment relative parce qu'elle est au milieu de tout un tas d'autres phénomènes. Et je classifierais quand même l'extrême droite de façon un petit peu différentes. Et puis, il faut ajouter à ça qu'il y a, il y a pas mal de nouveaux élus au Parlement européen qui ne faisaient pas partie de ces groupes qu'on a cités et qu'on appelle au Parlement européen les non-inscrits parce qu'ils ne sont pas encore inscrits dans un groupe. Et en général, ce qui arrive, c'est qu'une partie de ceux-là rejoignent un groupe ou l'autre. Et on pense que beaucoup de ces nouveaux élus vont avoir tendance à rejoindre des mouvements plutôt de droite. Donc, on verra un petit peu ce que ça donne. Et puis la dernière chose que je dirais, c'est que euh, au Parlement européen, qui est une démocratie qui n'est pas majoritaire, c'est-à-dire que c'est pas il n'y a pas un parti de majorité qui gouverne tout, c'est en fonction des textes et des débats et des enjeux en fait que les coalitions se forment. Et pour donner un exemple, en 2024, il y a un grand accord européen sur la migration et l'asile, pour revenir sur ce thème, qui a été voté, qu'on appelle le pacte migratoire. Et le groupe Renew, qui est un autre groupe, hein, donc il y a PPE, CRE, ID, il y a Renew, qui est un groupe considéré plutôt comme libéral, et dans ce groupe siège le parti Renaissance d'Emmanuel Macron, eh bien, en majorité, ce groupe-là a voté pour des mesures restrictives en matière d'immigration et d'asile. On pourrait rejouer le jeu que tu as fait tout à l'heure et citer l'une ou l'autre des mesures dans ce pacte migratoire. On aurait dit, ah ben, ça c'est une mesure typique d'un parti de droite dure ou d'extrême droite. En tout cas, c'est la critique qui a été faite par plusieurs mouvements de gauche ou écologistes. Euh, ben, pour ce texte-là, un parti dit libéral a voté à- de- en solidarité avec des partis de droite ou de droite dure et même d'extrême droite, parce que les députés du Rassemblement national ont voté en fait en même temps, de la même manière que les députés euh, de Renaissance Mhm. sur beaucoup d'amendements de ces textes et ont adopté ces textes-là. Donc voilà, au Parlement européen, il y a quand même un signe que, comme j'ai pu l'entendre dire, les idées de droite sont majoritaires. Mhm. On a pu voir tout à l'heure dans le petit jeu que je t'ai fait faire que tu avais une position plutôt modérée. Euh, j'ai dans mes auditeurs et dans mes amis des gens qui, justement, en nous écoutant, vont nous dire, mais en fait, justement, c'est que l'extrême droite est beaucoup plus grande que ce que vous dites et que, justement, de Renaissance jusqu'à Zemmour, tout ça, c'est de l'extrême droite. Qu'est-ce que tu Ouais. pourrais répondre à, qu'est-ce que tu aurais envie de dire à ces gens qui pensent ça? Oui, je pense que malheureusement, on est parfois victime du langage et des catégories qui nous sont imposées par les médias. Le terme extrême droite est d'abord un terme de politique ou de science politique. Et ce qui distingue un parti d'extrême droite, c'est son manque de considération, voire son mépris pour l'état de droit, pour les institutions démocratiques, et l'idée que leur idéologie peut s'imposer à l'état de droit, en fait, hein, qu'on peut affaiblir l'état de droit tant qu'on fait euh, valoir sa propre cause. Et puis l'extrême droite, c'est aussi une tendance, c'est pas juste un parti, c'est pas juste un cadre. Donc certes, on peut dire qu'on peut retrouver cette tendance dans d'autres partis, euh, mais mais, mais voilà, voilà, si tout le monde rentre dans ce panier, ben, le terme lui-même perd un peu de son sens. À l'inverse, il faut dire, je pense qu'en France, c'est le Conseil d'État a, a- a requalifié le Rassemblement national comme un parti d'extrême droite notamment à cause de ces raisons-là. Et puis, une autre raison, c'est que lorsqu'on regarde les idéaux, parce que le Rassemblement national, c'est un parti, mais il y a plusieurs courants au sein du Rassemblement national. Lorsqu'on regarde les idéaux
les causes qui sont promues par les gens qui militent, et surtout les gens qui ont du pouvoir, qui tirent des ficelles, qui ont l'autorité au sein du parti, ben, on retrouve des idéologies qui vraiment sont certainement en tant que chrétiens très problématiques, voire complètement inacceptables. Euh, euh, ou inquiétantes, de l'antisémitisme, mais vraiment sous sa pire forme, ça existe au sein du Rassemblement national. On n'en entend pas parler parce que voilà, le parti, il faut vraiment le lui reconnaître, de très bonnes qualités de contrôle de son information et de son image. Euh, mais voilà, il y a des idées qui sont, je trouve, dangereuses et qui sont d'autant plus dangereuses si elles se répandent dans la population euh, euh, et qu'elles entraînent en fait une situation sécuritaire euh, affreuse en fait pour des minorités, pour des personnes vulnérables, pour des ennemis politiques, etc. Donc voilà un petit peu l'avertissement que moi je ferais, malgré ma modération. Mais justement, tu disais que ce qui peut qualifier un parti d'extrême droite, c'est ce côté d'absence de respect des processus démocratiques et de l'état de droit. Mais justement, on pourrait te rétorquer, bah, c'est bien la preuve que le Rassemblement national n'est pas d'extrême droite, puisque ils ont fait partie du processus démocratique, ils le respectent à chaque fois. On a vu à l'Assemblée, ils se sont super bien comportés, ils parlent de l'état de droit régulièrement. Oui, Sont-ils toujours mais d'extrême droite? pour moi, c'est pas du tout un argument dans le sens où il faut bien qu'ils jouent selon les règles s'ils veulent se faire entendre, sinon c'est pas possible. Ceux qui ne veulent pas jouer selon les règles avant d'arriver au pouvoir, ce sont des terroristes. Et bon, le RN n'est pas un parti terroriste, il respecte quand même l'état de droit, il veut se faire élire et puis appliquer ses politiques, c'est tout à son honneur. Mm. Mais il faut regarder quelles sont ces politiques et puis plus loin, quelles sont les opinions des gens qui poussent ces propositions politiques, quelle est leur conception du monde, quelle est leur conception du pouvoir, quelle est leur conception de la dignité humaine, quelle est leur conception de la solidarité qui doit exister entre les êtres humains. Ça, c'est une conviction chrétienne. Et, et on se rend vite compte, en fait, que beaucoup de ces idées ne sont pas applicables à moins de renverser certains de nos principes euh, démocratiques, notre considération pour les droits fondamentaux ou, euh, ou nos institutions. Mm. Mais justement, on va y venir. Euh, alors, comme tu le sais, je me suis engagé, j'ai parié, entre guillemets, que le coup de poker d'Emmanuel Macron était de faire peur avec l'extrême droite et l'extrême gauche et de forcer les partis dits républicains, dits de gouvernement, à prendre la cohabitation avec lui. Euh, mais peut-être que je me trompe. Et j'aimerais qu'on aborde vite fait pour terminer ce au pire, si Ouais, le RN arrive au pouvoir. Euh, il va se retrouver en cohabitation avec des marges de manœuvre très limitées par le fonctionnement français, avec le Conseil d'État contre lui, le Conseil constitutionnel contre lui, l'administration contre lui. On sait qu'une administration qui n'a pas envie de bouger, elle peut faire du zèle, d'absence de zèle, justement. Et puis aussi, sans oublier le cadre européen. Euh, Si on compare par exemple avec Giorgia Meloni en Italie, alors je ne suis pas super au courant de tout ce qui se passe en Italie, mais on a beaucoup entendu parler de ce qu'elle voulait faire au niveau, par exemple, de l'immigration, stopper l'immigration, arrêter les bateaux, etc. Euh, Résultat, si je regarde les chiffres de l'immigration en Italie, ils n'ont fait qu'augmenter et ils continueront d'augmenter parce que le cadre qu'on s'est mis au niveau européen va dans ce sens-là. Donc, au pire, ils pourront pas faire grand-chose. ouais. Ah, ouais, bon, c'est difficile de faire des comparaisons, mais il faut déjà réaliser que l'Italie de Meloni a un système électoral qui est différent. C'est-à-dire que les partis qui siègent au Parlement, en fait, les partis italiens ne font pas les scores qu'on voit en France.
parce qu'il y a une plus large représentation des opinions et des options politiques en Italie, ce qui fait que même Giorgia Meloni, qui est ressorti avec un score important aux deux dernières élections importantes nationales qu'il y a eu en Italie, doit composer avec ben, le reste de son Parlement. Et puis aussi, l'Italie est un système, à la différence du système français qui est plus présidentiel, c'est un système où le gouvernement qu'on appelle le Conseil d'État là-bas, que le gouvernement dirige beaucoup plus la politique nationale. D'ailleurs, elle est première ministre, hein, Giorgia Meloni. Alors qu'en France, le Premier ministre, il change en fonction de ce que le président décide. Euh, donc, il y a beaucoup plus une dynamique parlementaire en Italie. Et donc, il faut, pour que le gouvernement puisse fonctionner, il faut que Giorgia Meloni puisse discuter et prendre en considération les diverses opinions au sein de son parti. Ça, c'est un facteur. Un deuxième facteur, c'est que le parti Fratelli d'Italia, donc Frères d'Italie, a connu une croissance phénoménale en très peu d'années. Ce qui veut dire en fait que le personnel politique au sein de ce parti n'a pas eu toute l'ancienneté pour maîtriser les rouages de l'État. Et donc, Giorgia Meloni doit reposer sur ben, des experts, en fait, euh, qui sont de l'ancienne garde quelque part, et qui vont lui dire, non, mais Madame Meloni, vous ne pouvez pas faire ceci parce que, ben, voilà, on a telle loi en Italie qui demande que A, B, C, D. Et donc, ça, c'est vraiment un facteur naturel, quelque part, de, de tempérance de ces politiques. Euh, et puis, enfin, il faut dire que bon, moi, j'ai entendu un commentaire d'un journaliste qui se dit lui-même être populiste et qui admet qu'il est déçu, en fait, hein, des choix de Madame Meloni, qu'elle a quelque part trahi certains de ses idéaux. Il faut dire que son parti et elle n'ont pas mené une campagne avec des propositions législatives euh, qui étaient, comment dire, euh, qui allaient en soi directement à l'encontre de ces principes démocratiques. C'était beaucoup de rhétorique, mais une fois qu'ils sont entrés au Parlement, il a fallu se mettre au travail et ils se sont bien rendus compte qu'il fallait diriger autrement. Euh, et voilà, on peut être satisfait aussi de dire, ben voilà, on disait que c'était une politicienne d'extrême droite à cause de ses positions, mais en fait, et son parti était fondé par des anciens fascistes, au sens littéral du terme. Et me voyez, maintenant qu'elle est au pouvoir, elle est reçue par les grands dirigeants, elle parle avec la présidente de la Commission européenne. Oui, oui, c'est le cas de Mélanie. On ne peut pas l'appliquer à tout le monde. Et puis, euh, la différence, donc, pour les points que j'ai cités, la différence avec le Rassemblement national, enfin, elle est multiple. C'est il n'y a pas le même système électoral, il n'y a pas la même histoire. Et moi, je sais pas, quand j'entends des propositions politiques, même si c'est difficile de les trouver, hein, de leur trouver vraiment du contenu, ça c'est mon opinion personnelle, du Rassemblement national, je vois peu de choses qui puissent véritablement fonctionner, en fait, euh, sur le plan législatif, ou même s'ils arriveraient au pouvoir demain matin. Donc, euh, donc voilà, certes, on peut faire les opérations que tu as faites. Et puis aussi, la situation de Mme Meloni montre que pour le sujet de la migration, par exemple, qui est vraiment une mesure phare aussi sur le RN, ben, on a peu de pouvoir. Et de la même manière que ce journaliste italien populiste était déçu par la politique migratoire de Mme Meloni, je suis à peu près certain que si on imaginait, politique fiction, hein, que dans 6 mois ou dans 3 ans, il y ait un Parlement dominé par le RN, une présidence de la République dominée par le RN, j'ai de gros doutes que ça fasse de grandes différences ou un gros impact sur les flux migratoires. Parce que
ni Madame Le Pen ni Madame Meloni ne décident de quels sont les flux migratoires. C'est un phénomène qui est humain avant tout. Euh, Ça peut être influencé, mais pas décidé. Mm. Est-ce que, en fait, j'ai envie de dire que, justement, sur ce sujet-là, moi, si le RN arrivait au pouvoir, presque je crains plus les réactions de la rue, les réactions dans certaines villes. Euh, j'ai plus peur de ce côté-là, surtout qu'il y a aussi une autre hypocrisie que j'ai envie de dénoncer, c'est cette hypocrisie de nous célébrer chaque année un 14 juillet, prise de la Bastille, ou le modèle de mai 68. On célèbre à l'école la Révolution, et ensuite on crie, on fait des cris d'orfraie dès qu'il y a trois gilets jaunes dans la rue. Il y a encore cette hypocrisie dans, dans, dans l'État, dans les médias, etc. Mais n'empêche que du fait de cette célébration, que ce soit un modèle qui soit proposé comme quelque chose d'enviable, c'est le plus gros risque, j'ai l'impression, en tout cas, si on avait ce parti au pouvoir, parce que si je reprends le test que j'ai fait au début, on reprend les mêmes propositions dans le même cadre, et cette fois-ci, elles sont plus proposées par Emmanuel Macron, mais cette fois-ci, elles sont mises en place par, euh, par Marine Le Pen ou Jordan Bardella. On a le feu dans la rue. Oui, et je te remercie de dire ça parce que je pense que la crainte, elle est véritablement là. Euh, à la fois parce qu'il y aurait toute une série de personnalités avec des idéaux et des visions du monde, euh, des systèmes de valeurs qui, je pense, sont véritablement dangereux, mais aussi parce que de la même manière que Emmanuel Macron polarise contre lui, bah, Marine Le Pen et son parti et Jordan Bardella polarisent contre eux, c'est sûr. Et il y aurait certainement des réactions euh, très fortes, ce qui, je pense, rendrait le pays ingouvernable pendant un certain temps, mais surtout causerait beaucoup de souffrances humaines et de torts économiques majeurs. Euh, L'impact sur les marchés aussi serait important. Et pour beaucoup d'entre nous, les marchés, c'est quelque chose de très loin, mais les marchés, c'est ce qui décide votre salaire et votre pension aussi, hein. Les marchés, c'est ce qui décide des financements pour votre maison, de votre banque, de vos commerces, du prix auquel vous vendez les fruits de vos productions agricoles. Donc, voilà, c'est vraiment un scénario qui n'est pas enviable, c'est sûr et certain. Et d'ailleurs, pour aller dans le sens de ce que tu viens de dire sur les marchés, on a pu voir Jordan Bardella dès lundi matin dire qu'il revenait sur sa proposition de baisser l'âge de la retraite comme il s'était engagé Ah ben, parce que justement, les marchés ne seraient pas d'accord. ben, merci, ben, je ne savais pas, tu vois. Pour moi, c'est vraiment un signe. Et c'est vraiment quelque chose que j'ai observé à plusieurs reprises. Je veux dire, le débat sur le Brexit, c'était pareil. Euh, euh, on oublie qu'on est dans un monde où on décide pas de tout soi-même. Alors on peut dire qu'on n'est pas d'accord, c'est tout à fait légitime, mais on ne peut pas euh, euh, honnêtement penser qu'on peut arriver au pouvoir et appliquer une certaine politique sans prendre en compte les réalités qu'on n'influence pas nous-mêmes. Je veux dire, bah, les flux migratoires, en partie, ben, on n'a pas la main tout à fait là-dessus. Les marchés internationaux, on n'a pas la main tout à fait là-dessus. Le marché de l'emploi non plus. Donc, c'est, c'est important de réaliser que quelqu'un qui vient au pouvoir, un chef de gouvernement, n'est pas ni l'homme providentiel, ni le Messie, ni un magicien. C'est quelqu'un avant tout qui est censé se mettre au service du peuple et non pas lui promettre monts et merveilles. Et je pense que cette fausse croyance, en fait, elle est la source de pas mal de problèmes qu'on a aujourd'hui, de déceptions qu'on a en politique. Eh bien, merci beaucoup, Christelle. Tu as dit qu'on avait le droit de pas être d'accord. Alors, si vous n'êtes pas d'accord avec les positions que nous avons portées dans cette vidéo, ben, vous avez le droit de l'écrire dans les commentaires. Je vous demande juste d'être courtois et poli, qu'on puisse continuer cette discussion dans les commentaires. Si vous avez une autre vision, si vous avez d'autres peurs, ben, n'hésitez pas à les noter aussi. Notre objectif, en fait, c'est de sortir des peurs irrationnelles et d'entrer dans les choses pratiques. Parce que justement, comme on l'a dit, la plus grosse crainte que nous avons, en fait, c'est
C'est des peurs irrationnelles qui vont amener des gens à être violents dans la rue en fonction des résultats ou pas. Euh, il n'y a pas que des peurs irrationnelles, il y a aussi des gens qui vont en profiter. Il y a toujours plein de raisons d'aller jeter des pavés sur les vitrines. Mais ouais, sortons un petit peu de l'émotion et regardons les choses avec un peu plus de paix. Je ne sais pas si tu veux rajouter un dernier mot avant qu'on dise au revoir. Je dirais, au-delà de ce que disent, c'est quelque chose que j'ai déjà eu l'occasion de dire sur ta chaîne d'ailleurs, au-delà de ce qui se dit dans les foires d'empoigne que sont parfois nos prétendus débats médiatiques, euh, il faut s'arrêter et, et se questionner sur quelles sont mes valeurs, donc nos valeurs, et quelles sont véritablement les valeurs que défendent les candidates et candidats pour lesquels vous êtes appelés à voter. Et est-ce que dans le fond, au-delà de la surface, faites votre devoir de citoyen, de citoyenne, est-ce que ces valeurs, ces principes reflètent votre vision du monde, vos valeurs, votre foi et les principes de la parole de Dieu? Eh bien, merci beaucoup, Christelle, pour tout ça. Et puis, je te dis à très bientôt pour un nouvel entretien. Et puis, chers auditeurs, on va se retrouver dans les semaines qui viennent, hein, obligatoirement. Allez, à bientôt. Au revoir.